Les modèles d'intelligence artificielle les plus performants, au fond, ils ont tous un point commun. Ils ont une faim de loup pour les données. Mais que se passe-t-il quand les données de qualité sont rares, ou chères, ou même protégées? Est-ce qu'on baisse les bras? Pas tout à fait. C'est là qu'intervient une idée assez fascinante, presque contre-intuitive, qu'on va décortiquer ensemble. Alors, cette question, elle a un petit côté magique, je sais. Mais en réalité, elle est au cœur d'une des stratégies les plus puissantes et efficaces en machine learning aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de créer plus avec moins. C'est ça la promesse de l'augmentation de données. Bon, maintenant que le décor est planté, voilà notre programme. On va commencer par un petit voyage dans le temps pour voir d'où vient cette idée. Ensuite, on va la définir un peu plus sérieusement. Puis on ouvrira le capot pour voir comment ça marche vraiment, on regardera l'impact que ça a dans le monde réel, et bien sûr, on finira par les limites et les défis qui nous attendent. C'est parti! Faut bien comprendre que l'augmentation de données, ce n'est pas une idée qui est sortie de nulle part hier. En fait, elle a grandi main dans la main avec le deep learning, passant d'une sorte de petite astuce de labo à une technique devenue absolument indispensable pour entraîner des modèles qui tiennent la route. Ok, alors le problème de base, c'est celui-là. Quand un modèle n'a pas assez de données, et surtout pas assez de données variées, il ne va pas vraiment apprendre à reconnaître les caractéristiques généraux d'un chat, par exemple. Non, il va plutôt faire du par cœur, il va mémoriser les quelques photos qu'on lui a montrées. Le résultat, dès qu'on lui présente un chat un peu différent qu'il n'a jamais vu, il est complètement perdu. C'est ce qu'on appelle le surapprentissage ou l'overfitting. Si on regarde un peu en arrière, on se rend compte que l'idée a germé très tôt. Dès 1998, le net, un des pionniers de la reconnaissance d'images, utilisait déjà des petites distorsions pour s'améliorer. Un peu plus tard, en 2002, on a vu apparaître des techniques comme SMOT, qui s'attaquaient à un autre problème, les données déséquilibrées. Mais le vrai tournant, c'est 2012. Avec l'arrivée d'AlexNet, qui a vraiment lancé la révolution du deep learning, l'augmentation de données est passée de bonne idée à pratique standard incontournable. Bon, maintenant qu'on a le contexte historique, il est temps de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Essayons de poser une définition plus formelle. Comment est-ce qu'on peut classer et organiser toutes ces techniques pour y voir plus clair? La définition est finalement assez simple, mais elle est très puissante. L'augmentation de données, c'est vraiment l'art d'enrichir ce qu'on a déjà, sans avoir besoin de sortir collecter de nouvelles informations. On prend nos données de base et on les transforme, on les bidouille pour créer de la diversité. C'est cette diversité, même si elle est artificielle, qui va obliger le modèle à généraliser son apprentissage plutôt que de bêtement mémoriser. Pour essayer de s'y retrouver, on peut classer les méthodes en se posant une question toute simple. Pour créer une nouvelle donnée, de combien d'exemples de départ est-ce que j'ai besoin? Au niveau le plus simple, on a le niveau instance unique. On prend une seule image et on la modifie, par exemple, en la faisant tourner sur elle-même. Un cran au-dessus, on combine plusieurs instances entre elles. Et le niveau le plus avancé, lui, va carrément apprendre de tout le jeu de données pour générer des exemples complètement nouveaux, de toutes pièces. Alors, cette formule, je sais, elle peut faire un peu peur. Mais l'idée derrière est absolument géniale et très intuitive. C'est le principe de mix-up, un super exemple d'augmentation multi-instance. L'idée, c'est qu'au lieu de juste modifier une image, on va en mélanger deux. La nouvelle image XGen est tout simplement une sorte de cocktail, un mélange pondéré de deux images existantes, XI et XJ. C'est un peu comme si on créait une créature qui serait à 70% un chat et à 30% un chien. Ça peut paraître bizarre, mais ça force le modèle à prendre des décisions moins tranchées, à mieux comprendre les zones grises entre les catégories. Allez, passons à la pratique. Concrètement, comment est-ce qu'on applique ces idées? On va voir que ça va de la petite transformation toute bête à des stratégies d'une complexité assez folle. Prenons Randoaugment par exemple. L'approche est vraiment élégante parce qu'elle est hyper simple. On se fait une liste de transformations possibles, une rotation, un changement de contraste, un petit cisaillement, ce genre de choses, et pour chaque image de notre dataset, on en choisit quelques-unes au hasard dans la liste et on les applique. Le tout avec la même intensité. C'est simple, c'est rapide et ça marche étonnamment bien, sans avoir besoin de chercher la combinaison parfaite pendant des heures. Et puis, à l'extrême opposé, on a AutoAugment. Là, on change complètement de philosophie. Fini le hasard. On utilise un autre algorithme, souvent de l'apprentissage par renforcement, dont le seul but est de trouver la recette parfaite. Il va tester des milliers et des milliers de combinaisons, quelle transformation appliquer, avec quelle probabilité, avec quelle intensité. Son objectif, trouver la politique d'augmentation, la stratégie sur mesure qui donnera les meilleurs résultats pour un jeu de données bien précis. C'est beaucoup plus long et coûteux à mettre en place, mais les gains de performance peuvent être dingues. Et ce qui est vraiment génial, c'est de voir à quel point cette idée est polyvalente. L'augmentation, ce n'est pas que pour les images. Pour du texte, on peut très bien remplacer des mots par des synonymes. Pour des données en graphe, on peut enlever des nœuds ou des connexions au hasard. Pour un tableau de chiffres, on peut ajouter un peu de bruit. Chaque type de données a ses propres transformations logiques, mais le principe de base, lui, ne change jamais. Créer plus de diversité de manière plausible. D'accord, la théorie c'est bien beau, mais en pratique ça donne quoi? Pourquoi est-ce que cette technique est devenue si centrale, que ce soit dans la recherche ou dans l'industrie? Eh bien, l'impact est énorme, vraiment.
C'est grâce à l'augmentation de données qu'on a pu pulvériser des records sur des compétitions de classification d'images comme ImageNet. Ça rend aussi les modèles beaucoup plus robustes, c'est-à-dire moins sensibles au bruit ou à des petites variations dans les images, et c'est même devenu une pièce maîtresse de nouvelles méthodes d'apprentissage, comme l'apprentissage contrastif, où le modèle apprend en comparant différentes versions augmentées de la même donnée. Pour mettre un chiffre sur ce succès, 83,5%. Dit comme ça, c'est juste un nombre, mais c'est la précision top 1 qui a été atteinte sur ImageNet par un modèle qui utilisait justement la stratégie auto-augmente. Dans cette compétition où chaque dixième de pourcent est une victoire, c'est un gain énorme. Ça montre bien à quel point une bonne stratégie d'augmentation peut pousser un modèle dans ses retranchements. Et la recherche continue d'innover. Prenez des techniques comme CutMix. Là, on va encore plus loin. On ne se contente plus de modifier une image, on en prend un morceau qu'on découpe et hop, on le colle sur une autre image. Le modèle doit alors se débrouiller pour reconnaître deux objets différents dans une seule et même image. Ça le force à utiliser chaque pixel disponible et à ne pas se focaliser sur la partie la plus évidente d'un objet. Résultat, il généralise encore mieux. Mais attention, il ne faut pas croire que l'augmentation de données est une baguette magique. Son application demande de la finesse, elle a des limites, et il y a pas mal de questions qui restent encore sans réponse claire aujourd'hui. Ce graphique illustre parfaitement un des points les plus importants. Il n'y a pas d'intensité d'augmentation parfaite qui marcherait à tous les coups. Regardez bien les courbes. Une augmentation très agressive qui déforme beaucoup les images peut être super efficace pour un très gros modèle ou quand on a très peu de données. Mais cette même stratégie peut complètement casser les performances d'un modèle plus petit. Tout est une question d'équilibre, de réglage fin qui dépend à la fois du modèle et des données qu'on a sous la main. S'il y a une règle d'or à retenir, c'est celle-ci. L'augmentation doit préserver le sens, préserver l'étiquette. On peut faire pivoter une image de chat dans tous les sens, ça restera toujours un chat. Par contre, si on prend une image du chiffre 6 et qu'on la retourne de haut en bas, eh bien ça devient un 9. L'augmentation a détruit l'information de départ. C'est donc absolument crucial de choisir des transformations qui ont du sens par rapport à nos données. Et c'est là qu'on touche au cœur du défi pour les années à venir. Le Saint Graal, ce serait de réussir à créer des systèmes qui inventent automatiquement les meilleures augmentations possibles. Des transformations créatives, pertinentes pour le problème qu'on essaie de résoudre, et qui surtout garantissent de ne jamais altérer le sens profond de la donnée. On n'y est pas encore. Alors, pour résumer, si on devait retenir quelques points essentiels. Premièrement, l'augmentation de données est notre meilleure arme contre le surapprentissage, pour créer plus avec moins. Deuxièmement, les méthodes sont très variées, de la simple rotation à des stratégies complexes entièrement automatisées. Troisièmement, c'est un outil ultra polyvalent qui marche pour les images, les textes, les graphes. Et enfin, quatrièmement, le contexte est roi. Il n'y a pas de solution miracle qui marche partout. Et on va se quitter sur une question pas assez fondamentale, je trouve. La course à la performance en IA, est-ce qu'elle va se jouer sur notre capacité à collecter toujours plus de données brutes, un processus qui coûte cher et qui n'est pas toujours possible, ou est-ce qu'elle se jouera plutôt sur notre ingéniosité à exploiter au maximum et de manière plus intelligente les données qu'on a déjà? C'est peut-être là que se cache la prochaine grande révolution.